Sous le soleil éclatant de Saint-Tropez, en cet été 2008, les vagues caressent doucement le rivage, et l'air embaume le sel et les pins. Claire Dubois, une jeune fille de 17 ans, ajuste son appareil photo, capturant la lumière dorée d'un coucher de soleil. Ses amis, Sophie Laurent et Étienne Roche, rient à ses côtés, insouciants, portés par la promesse d'une aventure aux îles Vierges. Mais sous cette façade idyllique, une ombre plane. Une voix murmure dans l'obscurité, portée par une musique lancinante. En 2008, 12 jeunes filles disparaissent sans laisser de traces aux îles Vierges. 4 ans plus tard, une vérité terrifiante émerge d'un manoir isolé. Un bracelet en forme de papillon, accompagné d'un message énigmatique, pour une âme libre, arrive entre les mains de Claire, semant un frisson d'inquiétude. Qui l'a envoyé? Pourquoi elle? Dans ce récit où l'innocence rencontre la tromperie, chaque instant révèle une menace tapie dans l'ombre. Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette enquête troublante, où la vérité lutte pour éclore dans l'obscurité. Sous le ciel azuré de Saint-Tropez, en cet été de 2008, la lumière du soleil dansait sur les vagues, parant les ruelles pavées d'une lueur dorée. Les parfums de lavande et de sel marin flottaient dans l'air, tandis que les rires des estivants s'échappaient des terrasses des cafés bordant le port. Claire Dubois, une jeune fille de 17 ans, se tenait au bord de la plage, son appareil photo à la main, capturant le crépuscule qui embrasait l'horizon. Inspirée par Henri Cartier-Bresson, dont elle admirait la capacité à saisir l'âme d'un instant, Claire cherchait à immortaliser la beauté éphémère du monde. Ses yeux pétillaient d'une curiosité insatiable, et son sourire trahissait une innocence encore intacte, celle d'une adolescente à l'aube de ses rêves. Elle ajustait son objectif, cherchant l'angle parfait pour figer le soleil couchant, ignorant que l'ombre d'un danger se rapprochait imperceptiblement. À ses côtés, Sophie Laurent, sa meilleure amie, virevoltait avec une légèreté contagieuse. Sophie, avec ses boucles blondes et son rire éclatant, semblait née pour les fêtes et les nuits étoilées. Elle parlait sans cesse des soirées grandioses de Saint-Tropez, des verres de rosé frais partagés sous les pins, et de la liberté que promettait leur voyage aux îles Vierges. C'est l'été de notre vie, Claire, lançait-elle, son enthousiasme débordant comme une vague. Étienne Roche, plus discret, suivait le duo avec un carnet à la main, griffonnant des pensées qu'il gardait pour lui. Ce garçon aux lunettes rondes et au regard pensif préférait les mots aux éclats de voix, ses poèmes murmurés à l'ombre des regards. Ensemble, ils formaient un tableau de jeunesse insouciante, bercé par la douceur de l'été méditerranéen, inconscient du piège qui se refermait lentement sur eux. Dans une ruelle étroite, à l'écart du tumulte, Claire s'arrêta soudain. Un petit paquet enveloppé de velours noir reposait sur un banc, comme oublié. Curieuse, elle l'ouvrit et découvrit un bracelet délicat, orné d'un papillon en argent, scintillant sous les derniers rayons du soleil. Une note glissée à l'intérieur portait une inscription énigmatique, pour une âme libre. Les mots, écrits d'une plume élégante, lui firent froncer les sourcils. Une sensation étrange, comme un frisson d'hiver au cœur de l'été, traversa son corps. Elle montra le bijou à Sophie, qui éclata de rire. Un admirateur secret, Claire. Tu devrais être flattée, plaisanta-t-elle, rejetant le malaise de son ami d'un revers de main. Étienne, lui, observa le bracelet avec une méfiance silencieuse, ses doigts serrant son carnet comme pour y chercher une réponse. Mais Claire ne pouvait se défaire de ce pressentiment. Le papillon, symbole de liberté, semblait étrangement lourd dans sa main, comme s'il portait un message qu'elle ne comprenait pas encore. Elle glissa le bracelet dans sa poche, tentant d'ignorer la boule qui se formait dans sa gorge. Les rues de Saint-Tropez, si vivantes, prenaient soudain une teinte plus sombre, comme si les ombres des bâtiments s'étiraient pour murmurer un avertissement. Les rires de Sophie résonnaient encore, mais ils semblaient désormais lointains, étouffés par une tension invisible. Claire releva les yeux vers l'horizon, où le soleil disparaissait, laissant place à une obscurité naissante. Elle ignorait que ce bijou, ce simple papillon d'argent, marquerait le début d'un cauchemar, un piège tissé par une main experte dans l'art de la tromperie. À cet instant, tout semblait encore possible. Les rêves de Claire, la joie de Sophie, les pensées secrètes d'Étienne, tout cela flottait dans l'air tiède de Saint-Tropez, fragile comme les ailes d'un papillon.
Mais sous la surface, quelque chose d'invisible se mettait en mouvement, une force qui allait bientôt briser leur monde. Les ruelles s'assombrissaient, les vagues se taisaient, et une note discordante s'insinuait dans la mélodie de l'été, annonçant une vérité que nul n'aurait pu imaginer. La nuit enveloppait Saint-Tropez d'un voile d'étoiles, mais l'éclat des lumières artificielles dominait la scène. Dans une somptueuse villa perchée au-dessus de la mer, les verres de rosée de Provence scintillaient sous les lustres en cristal, et les notes d'un air de jazz français, porté par la voix grave de Serge Gainsbourg, flottaient dans l'air. Les invités, parés de tenues élégantes, riaient et dansaient, leurs silhouettes se reflétant sur les dalles de marbre poli. Claire Dubois, toujours un peu à l'écart, observait la foule, son appareil photo pendu à son cou comme un talisman. Sophie Laurent, rayonnante dans une robe légère, virevoltait d'un groupe à l'autre, son rire résonnant comme une cloche d'argent. Étienne Roche, fidèle à son habitude, se tenait près d'une fenêtre, son carnet à la main, scrutant la scène avec une méfiance discrète. L'atmosphère, si festive en surface, semblait pourtant dissimuler une vérité plus sombre, comme un tableau parfait fissuré par une ombre invisible. C'est alors que Victor Beaumont fit son entrée. Grand, impeccablement vêtu d'un costume sombre, il traversa la foule avec une aisance presque surnaturelle. Son sourire, charmeur mais froid, semblait calculé, et ses yeux, d'un gris perçant, se posèrent sur Claire avec une intensité qui la fit frissonner. Il s'approcha, un verre de vin à la main, et engagea la conversation avec une courtoisie étudiée. « Vous avez un œil d'artiste, mademoiselle Dubois », murmura-t-il, son regard glissant sur l'appareil photo de Claire. Sa voix, douce comme le velours mais teintée d'une menace sous-jacente, fit naître un malaise chez la jeune fille. Sophie, captivée par le charisme de Victor, riait à ses plaisanteries, ignorant le léger tremblement dans les mains de Claire. Étienne, quant à lui, observait l'homme en silence, ses doigts crispés sur son carnet, comme s'il cherchait à déchiffrer un code invisible dans ses paroles. Plus tard dans la soirée, Claire s'aperçut que son appareil photo avait disparu. Paniquée, elle fouilla son sac, puis les recoins de la villa, mais il restait introuvable. Elle se rendit au commissariat local, un bâtiment modeste au cœur de Saint-Tropez, où l'odeur du café noir emplissait l'air. Mais les officiers, après un rapide coup d'œil à son signalement, haussèrent les épaules. « Ce n'est qu'un appareil, mademoiselle. Les Beaumont sont des gens influents ici, personne ne vole dans leur soirée, » déclara l'un d'eux avec un sourire condescendant. Claire sentit une colère sourde monter en elle, mêlée d'une inquiétude grandissante. L'influence des Beaumont, murmurée dans les ruelles de la ville, semblait étouffer toute justice. De retour à la villa, Victor les retrouva, son sourire toujours aussi énigmatique. « Venez sur mon yacht demain, » proposa-t-il, son regard fixé sur Claire. « Vous verrez les îles Vierges comme jamais auparavant. » Sophie, émerveillée, accepta immédiatement, mais Claire déclina, un nœud se formant dans son estomac. Quelque chose dans les yeux de Victor, une lueur de prédateur lui donnait envie de fuir. Elle tenta de convaincre Sophie de rester prudente, mais son amie, grisée par l'ambiance de la soirée, balaya ses craintes d'un geste. « Détends-toi, Claire. C'est l'aventure. » Étienne, silencieux, croisa le regard de Claire, et pour la première fois, elle y eut une peur semblable à la sienne. Alors que la nuit s'épaississait, les chandelles de la villa projetaient des ombres dansantes sur les murs, et la musique de jazz, désormais plus lente, prenait une tonalité presque funèbre. Claire, tenant son sac contre elle, sentait le poids du bracelet en forme de papillon qu'elle avait reçu la veille, toujours caché dans sa poche. Ce bijou, qu'elle avait d'abord trouvé charmant, semblait maintenant porter une promesse sinistre. Les rires de la foule s'estompaient, remplacés par un bourdonnement sourd, comme un avertissement chuchoté par la nuit elle-même. Claire ignorait encore que cette rencontre avec Victor Beaumont marquerait le début d'un cauchemar, un piège tissé avec une précision diabolique, où la beauté et le luxe cachaient une vérité bien plus sombre. La nuit à Saint-Tropez était d'un noir profond, seulement percé par le murmure des vagues et la lueur pâle des lampes du vieux hôtel surplombant la mer. Dans leur chambre, Claire Dubois, encore troublée par la rencontre avec Victor Beaumont, dormait d'un sommeil agité. Un craquement soudain, comme un pas sur le parquet, la tira de ses rêves.
Son cœur s'accéléra, et elle se redressa, les yeux scrutant l'obscurité. À côté d'elle, Sophie Laurent respirait doucement, plongée dans un sommeil innocent, tandis qu'Étienne Roche, dans la chambre voisine, restait invisible. Claire tendit l'oreille, son souffle retenu, cherchant à comprendre ce bruit étrange, comme un frottement contre la porte du balcon. En tâtonnant dans la pénombre, elle découvrit sur la table de chevet une boîte en velours noir, identique à celle du bracelet précédent. Ses doigts tremblants l'ouvrirent, révélant un second bracelet en forme de papillon, plus lourd, plus sombre, accompagné d'un mot griffonné, « Tu es à moi ». Les mots, écrits dans une encre épaisse, semblaient peser comme une menace, et un frisson glacé parcourut son corps. Elle se leva, pieds nus sur le sol froid, et s'approcha du lit de Sophie. « Sophie, réveille-toi » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Mais avant que son amie ne puisse répondre, un craquement plus fort résonna, suivi d'un souffle d'air froid lorsque la porte du balcon s'ouvrit brutalement. Des ombres surgirent, rapides et silencieuses, leurs visages masqués par l'obscurité. Claire tenta de crier, mais une main gantée étouffa son hurlement. Elle se débattit, griffant l'air, tandis que Sophie, à peine réveillée, poussait un cri aigu, vite interrompu. Étienne, alerté par le bruit, frappa à la porte, mais sa voix fut noyée par un chuchotement glacial, « Tais-toi, ou tu sais ce qui arrive ». La voix de Victor Beaumont, reconnaissable entre mille, portait une autorité terrifiante, comme un coup près tombant dans la nuit. Claire sentit une piqûre sur son bras, et le monde devint flou, ses membres s'alourdissant alors que l'obscurité l'engloutissait. Les papillons, symboles de liberté, semblaient maintenant des chaînes invisibles, la liant à un destin qu'elle ne comprenait pas. À des centaines de kilomètres, dans un appartement parisien baigné par la lumière grise de l'aube, Paul et Élise Dubois étaient assis à leur table, ignorant encore le cauchemar qui venait de commencer. Le téléphone sonna, brisant le silence matinal. Élise décrocha, son visage se figeant alors qu'une voix impersonnelle lui annonçait la disparition de Claire, Sophie et Étienne aux îles Vierges. Ils n'ont laissé aucune trace, ajouta l'officier, son ton détaché contrastant avec la panique qui montait dans la poitrine d'Élise. Paul, les mains serrées autour d'une tasse de café refroidi, fixait le vide, refusant de croire que sa fille, sa lumière, avait pu s'évanouir ainsi. Dans un coin de la pièce, Antoine Martin, le cousin de Claire, écoutait en silence, son visage blême. Il avait encouragé Claire à partir en voyage, convaincu que ce serait une aventure inoubliable. Maintenant, une culpabilité écrasante le consumait, comme un poison lent. « Je la retrouverai », jura-t-il, sa voix tremblante mais résolue, tandis qu'il serrait un cadre photo de Claire, capturant son sourire lors d'un pique-nique au bord de la Seine. À Paris, la ville continuait de vivre, indifférente à leur douleur. Les cloches de Notre-Dame résonnaient au loin, et l'odeur du pain frais flottait dans les rues, mais pour les Dubois, le monde s'était arrêté. Élise, les yeux rougis, s'accrochait à une écharpe oubliée par Claire, son parfum encore présent. Paul, habituellement si fort, semblait brisé, murmurant des prières silencieuses. Antoine, lui, se plongea dans les détails de l'affaire, griffonnant des notes sur un carnet, déterminé à comprendre ce qui s'était passé. La disparition de Claire et de ses amis n'était pas un simple accident, une force obscure, portée par la richesse et le pouvoir, semblait orchestrer leur chute. Dans l'ombre de Saint-Tropez, le piège s'était refermé, et la vérité, enfouie sous des couches de mensonges, attendait d'être révélée. À Paris, sous un ciel gris de l'automne 2008, la pluie tambourinait doucement sur les vitres des vieux immeubles haussmanniens, comme un écho de la douleur qui rongeait la famille Dubois. Dans leur appartement du Marais, Paul et Élise, les parents de Claire, s'accrochaient à des souvenirs fragiles. Chaque matin, Élise se rendait à Notre-Dame, où les cloches résonnaient avec une gravité solennelle. Elle allumait un cierge pour sa fille disparue, ses doigts tremblants caressant l'écharpe que Claire avait laissée derrière elle, imprégnée d'un parfum de lavande désormais fané. Paul, autrefois pilier de la famille, semblait s'effacer, ses yeux fixés sur une photo de Claire prise lors d'un pique-nique au bord de la Seine, où son sourire éclipsait le soleil. Leur douleur était palpable, un poids qui emplissait l'air comme l'odeur du pain frais montant des boulangeries voisines. Mais c'était Antoine Martin, le cousin de Claire,
qui portait le fardeau le plus lourd. La culpabilité de l'avoir encouragé à partir pour ce voyage aux îles Vierges le consumait, et il s'était juré de ramener sa cousine, coûte que coûte. Antoine passait ses journées dans un petit café de Saint-Germain-des-Prés, entouré de l'odeur âcre du café noir et des notes mélancoliques de Jacques Brel s'échappant d'un vieux jukebox. Des piles de documents s'entassaient sur sa table, des coupures de presse, des rapports financiers, tous liés à la puissante famille Beaumont. Il scrutait chaque détail avec une obsession presque maladive, ses lunettes glissant sur son nez tandis qu'il griffonnait des notes. Les Beaumont, figures influentes de la Côte d'Azur, étaient intouchables, leur nom murmuré avec respect dans les cercles huppés de Saint-Tropez. Pourtant, Antoine sentait qu'un secret se cachait sous leur façade impeccable, un réseau de mensonges tissés avec soin. Chaque fois qu'il levait les yeux, il voyait le visage de Claire dans la foule, un mirage cruel qui ravivait son désespoir. À quelques rues de là, l'inspecteur Julien Moreau menait sa propre bataille. Dans son bureau encombré du quai des Orfèvres, il étudiait des dossiers jaunis par le temps, des affaires non résolues de disparition remontant à des décennies. Le nom des Beaumont revenait, insidieux, comme une ombre dans les marges. Une jeune femme disparue à Nice en 1995, une autre à Marseille en 2001, chaque cas semblait lié à leur propriété ou à leurs associés. Mais lorsqu'il tenta d'interroger des témoins à Saint-Tropez, il se heurta à un mur de silence. Les autorités locales, intimidées par l'influence des Beaumont, détournaient le regard, leurs réponses évasives résonnant comme des portes claquées. Julien, un homme à l'intégrité inébranlable, sentait la frustration monter. Il repensait à Claire, à son sourire sur la photo que Paul lui avait montrée, et une colère sourde l'envahissait face à cette injustice. Un soir, alors que la pluie redoublait, Antoine fit une découverte. Parmi les documents qu'il avait obtenus presque par hasard, grâce à un ancien employé de la famille Beaumont, se trouvait une facture oubliée, un reçu d'une compagnie de transport affiliée à Victor Beaumont. Le document mentionnait une livraison à une adresse isolée, une villa cachée dans les collines de Provence, loin des regards indiscrets. Le cœur d'Antoine s'emballa. Cette villa, absente des registres officiels, semblait être un maillon manquant, une piste vers la vérité. Il contacta Julien, et ensemble, ils étudièrent la facture sous la lumière tamisée d'une lampe de bureau, l'odeur d'encre et de papier emplissant la pièce. Ce n'était qu'un fil ténu, mais il portait l'espoir de percer le voile de mensonge des Beaumont. À mesure que la nuit avançait, Paris semblait retenir son souffle. Les rues luisantes de pluie reflétaient les lumières des réverbères, comme des larmes scintillantes. Antoine et Julien, unis par une même quête, savaient que cette découverte pourrait changer le cours de l'enquête. Mais ils ignoraient encore l'ampleur du réseau criminel qu'ils affrontaient, un empire bâti sur la tromperie et le pouvoir, où les papillons, symbole de liberté, ont été capturés pour ne jamais voler à nouveau. La vérité, enfouie sous des années de silence, commençait à émerger, fragile mais tenace, comme une lueur dans l'obscurité. Dans l'obscurité oppressante de l'automne 2012, les collines de Provence semblaient retenir leur souffle. La villa Beaumont, isolée au milieu des pins tordus et des rochers battus par le vent, se dressait comme un spectre de pierre, ses fenêtres sombres dissimulant des secrets inavouables. Antoine Martin, le cousin de Claire, s'était glissé dans l'ombre, le cœur battant à tout rompre, guidé par une intuition tenace. Depuis 4 ans, la disparition de Claire, Sophie et Étienne le hantaient, chaque nuit peuplée de cauchemars où il voyait son sourire s'évanouir. La facture trouvée dans les archives d'une compagnie de transport des Beaumont l'avait conduit ici, à cette forteresse de silence. Sous un ciel sans lune, il escalada une grille rouillée, ses mains écorchées par le métal froid. L'odeur humide de la terre et des aiguilles de pin emplissait l'air, tandis qu'un hibou ululait au loin, ajoutant une note sinistre à sa mission clandestine. À l'intérieur, la villa exhalait une odeur de moisi et de luxe fané. Les tapis épais étouffaient ses pas, et les portraits des ancêtres Beaumont semblaient le suivre du regard. Antoine, une lampe de poche tremblante à la main, fouilla une pièce après l'autre, son souffle court. Dans une chambre abandonnée, il trouva un coffre en bois sculpté, à moitié caché sous un drap poussiéreux. À l'intérieur, un éclat d'argent attira son regard, le bracelet en forme de papillon de Claire, celui qu'elle avait reçu avant sa disparition.
ses doigts tremblèrent en le saisissant, comme s'il tenait un fragment de son âme. En l'examinant, il découvrit une fente secrète dans le fermoir. Une carte mémoire, minuscule mais lourde de promesses, y était dissimulée. Le cœur d'Antoine s'emballa, il savait que ce qu'il venait de trouver pourrait tout changer. Des années plus tôt, dans les profondeurs de sa captivité, Claire avait risqué sa vie pour laisser un message. Une nuit, alors que les gardiens dormaient, elle avait utilisé un appareil photo bricolé, volé à un moment d'inattention. Sous la lueur faible d'une lampe, elle avait murmuré face à l'objectif, sa voix brisée mais résolue, « Je suis Claire Dubois. Sauvez-nous ». Chaque mot était un acte de défi, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Elle avait glissé la carte dans le bracelet, priant pour qu'il trouve son chemin hors de cet enfer. Ce souvenir, vibrant de courage, semblait encore résonner dans la pièce vide où Antoine se tenait, les larmes aux yeux. De retour à Paris, Antoine apporta la carte à l'inspecteur Julien Moreau. Dans un bureau encombré du quai des Orfèvres, où l'odeur du café noir se mêlait à celle de l'encre, ils visionnèrent la vidéo. Le visage de Claire, pâle et marqué par la peur, emplit l'écran, ses mots perçant le silence. Julien, habituellement stoïque, serra les poings, la colère montant face à l'ampleur de la tromperie des Beaumont. Cette preuve, fragile mais irréfutable, donna un nouvel élan à l'enquête. Julien plongea dans les archives, découvrant des rapports sur « le cimetière », un lieu macabre en Provence où des victimes des Beaumont, disparues depuis des décennies, auraient été ensevelies. Des témoignages fragmentaires décrivaient une clairière entourée de cyprès, où des statues d'anges brisés marquaient des tombes anonymes. Chaque détail renforçait l'horreur d'un empire criminel bâti sur le silence et le pouvoir. Alors que l'aube peignait Paris de teintes rosées, Julien et Antoine se tenaient côte à côte, leur regard fixé sur une carte de la Provence. La découverte de la carte mémoire n'était pas seulement une victoire, elle était une promesse de justice, un cri dans l'obscurité qui exigeait d'être entendu. Mais le chemin vers la vérité restait semé d'embûches. Les Beaumont, avec leur richesse et leur influence, avaient tissé un réseau de mensonges qui semblait indestructible. Pourtant, le papillon, symbole de liberté, portait désormais l'espoir de Claire, un fil ténu reliant le passé au futur. La pluie cessait dehors, et une lueur fragile perçait les nuages, comme un signe que la vérité, enfin, pourrait triompher. L'aube était encore loin lorsque les ombres des collines de Provence s'écartèrent pour laisser place à un balai de lumière. Les faisceaux des lampes torchées dansaient dans l'obscurité, perçant le silence oppressant de la ville à Beaumont. Une équipe de la brigade criminelle française, menée par l'inspecteur Julien Moreau, avançait avec une précision militaire, leurs pas résonnant sur le gravier comme un compte à rebours. Les portes de la villa, massives et ornées de fer forgé, cédèrent sous les coups des béliers, et les cris des officiers déchirèrent la nuit. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'une odeur de cire et de secret. Claire Dubois, enfermée depuis 4 ans dans une pièce au mur froid, sursauta au son des éclats. Ses yeux, habitués à l'obscurité, clignèrent face aux éclairs des torchets. Sophie Laurent, dans une cellule voisine, laissa échapper un sanglot étouffé, tandis qu'Étienne Roche, affaibli mais vivant, serrait les poings, osant à peine croire que la délivrance était proche. Les papillons, symboles de liberté, semblaient enfin prêts à s'envoler. Les officiers progressaient, leur voix résonnant dans les couloirs labyrinthiques de la villa. Julien, le visage tendu, scrutait chaque recoin, guidé par le message de Claire trouvé sur la carte mémoire. Lorsqu'ils forcèrent une lourde porte en bois, ils découvrirent Claire, recroquevillée dans un coin, ses cheveux emmêlés tombant sur ses épaules frêles. Elle leva les yeux, éblouie par la lumière, et murmura « C'est fini ». Un officier, ému, lui tendit la main, et elle s'effondra dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Sophie et Étienne, libérés à leur tour, se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, leurs sanglots mêlés de soulagement et de douleur. Les murs de la villa, témoins silencieux de leur captivité, semblaient s'effacer sous la lumière crue des torchers, comme si la vérité, longtemps étouffée, reprenait enfin ses droits. Quelques heures plus tard, à l'hôpital Saint-Louis à Paris, la lumière douce du matin filtrait à travers les fenêtres. Claire, enveloppée dans une couverture, était assise sur un lit, ses mains serrant celles de ses parents,
Paul et Élise Dubois. Paul, les yeux rougis, caressait les cheveux de sa fille, incapable de parler, tandis qu'Élise, tremblante, murmurait des prières de gratitude, comme si elle craignait que ce moment ne soit qu'un rêve. C'était comme naître à nouveau, confia Claire plus tard, sa voix fragile mais empreinte d'une force nouvelle. La réunion était un tableau de tendresse et de douleur, où chaque larme semblait laver un peu des années perdues. Antoine Martin, le cousin qui n'avait jamais cessé de chercher, se tenait à l'écart, un sourire triste aux lèvres, partagé entre la joie et la culpabilité qui le hantaient encore. Mais au milieu de ce soulagement, une ombre persistait. Julien Moreau, debout dans le couloir de l'hôpital, s'adressa à la famille avec une gravité qui fit taire leurs murmures. 12 jeunes filles ont été enlevées par les Beaumont, révéla-t-il, son regard sombre fixé sur un point invisible. Mais seules Claire, Sophie et Étienne ont survécu. Ces mots tombèrent comme une pierre dans l'âme de chacun. Les 9 autres, dont les noms restaient à découvrir, semblaient crier depuis l'au-delà, leurs histoires ensevelies dans un mystère encore irrésolu. Julien mentionna, le cimetière, un lieu en Provence où des indices suggéraient des tombes anonymes, cachées parmi les champs de lavande. Cette révélation, bien que terrifiante, ralluma une étincelle dans les yeux d'Antoine. La justice, bien que victorieuse ce jour-là, n'avait pas encore fini son œuvre. Paris s'éveillait lentement, indifférente à la douleur de ceux qui portaient encore les cicatrices de la villa Beaumont. Les cloches de Notre-Dame résonnaient au loin, et l'odeur du café frais flottait dans les rues. Mais pour Claire, Sophie et Étienne, la liberté retrouvée avait un goût doux amer. Les papillons, jadis captifs, avaient brisé leurs chaînes, mais le poids des autres, celles qui n'étaient jamais revenues, restait gravé dans leur cœur. La lumière du matin, filtrant à travers les fenêtres, semblait promettre un nouveau départ, mais aussi un combat à venir, pour que la vérité éclaire enfin les ténèbres. Dans la lumière froide d'une salle d'audience parisienne, les hauts plafonds ornés de moulures semblaient peser sur les épaules des présents, comme si le poids de la vérité cherchait à s'imposer. Nous étions en 2012, et la salle du palais de justice, baignée par une lueur grise filtrant à travers les vitraux, vibrait d'une tension palpable. Claire Dubois, désormais âgée de 21 ans, se tenait droite sur le banc des témoins, ses mains serrées pour masquer leur tremblement. Ses yeux, autrefois pleins d'innocence, portaient maintenant les stigmates de 4 années volées. Face à elle, Victor Beaumont, impeccable dans son costume sombre, affichait un sourire figé, mais ses doigts crispés trahissaient une nervosité contenue. Sophie Laurent et Étienne Roche, assis derrière Claire, échangeaient des regards où se mêlaient douleur et détermination. Les murmures de la foule, composés de familles endeuillées et de journalistes, s'éteignirent lorsque Claire prit la parole, sa voix claire perçant le silence. « Vous avez volé 4 ans de nos vies, déclara-t-elle, fixant Victor sans ciller, mais vous n'avez pas pris notre vérité. » Chaque mot, prononcé avec une force tranquille, semblait un coup porté à l'édifice de mensonges des Beaumont. Et si vous êtes toujours avec nous à ce stade, laissez un « ici » ou dites simplement « toujours là » dans les commentaires, nous les lisons tous. Victor, dont le charme avait autrefois séduit tant de monde, semblait diminuer sous le regard de Claire. Les années de pouvoir et d'impunité s'effritaient face à la force brute de la vérité. Le procureur, un homme aux lunettes cerclées d'acier, présenta les preuves, la carte mémoire trouvée par Antoine Martin, les témoignages des survivants, et des documents reliant les Beaumont à un réseau criminel s'étendant sur des décennies. Louis Beaumont, le frère aîné de Victor, s'effondra sur le banc des accusés, son visage blême. Dans un moment de faiblesse, il avoua, d'une voix brisée, les horreurs commises par sa famille. Il parla du « cimetière », un lieu sinistre caché dans les collines de Provence, où des victimes anonymes reposaient sous des champs de lavande, leurs noms effacés par le temps. Ces révélations, murmurées comme une confession dans une église déserte, firent frémir l'audience. Les familles des disparus, assises au fond, étouffèrent des sanglots, tandis que Claire serrait les poings, luttant contre une vague de colère et de chagrin. Pourtant, au cœur de cette quête de justice, une question troublante émergeait. L'argent des Beaumont, amassé par des années de corruption et de crimes, devait-il être utilisé pour dédommager les victimes? Claire, en quittant la salle d'audience, s'arrêta devant une fenêtre donnant sur la Seine,
où les eaux grises reflétaient son propre tumulte intérieur. Accepter cet argent, c'était comme toucher une tache indélébile, un rappel des chaînes qui l'avaient retenue prisonnière. Peut-on laver la douleur avec de l'argent souillé, murmura-t-elle à Sophie, qui hocha la tête en silence, ses propres cicatrices encore fraîches. Étienne, toujours discret, griffonnait dans son carnet, comme pour exorciser les ombres du passé. La justice, bien que rendue ce jour-là, laissait un goût amer, un mélange de triomphe et de perte irréparable. Dehors, Paris continuait son ballet indifférent. Les cloches de Notre-Dame résonnaient au loin, et l'odeur de la pluie sur les pavés emplissait l'air. Dans la salle, le juge prononça la sentence, Victor Beaumont fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Un silence lourd suivit, brisé seulement par le bruit sec du marteau. Les familles des victimes se prirent dans les bras, leurs larmes mêlant soulagement et deuil. Claire, en quittant le tribunal, sentit une brise froide caresser son visage, comme un murmure de liberté. Mais elle savait que la victoire était incomplète. Les 9 autres jeunes filles, disparues aux côtés de Claire, Sophie et Étienne, n'étaient pas revenues. Leurs noms, encore inconnus, hantaient les champs du cimetière, attendant qu'on leur rende justice. Les papillons captifs, libérés ce jour-là, portaient encore le poids de ceux qui n'avaient jamais pu s'envoler. La vérité avait triomphé, mais à quel prix? Dans l'ombre du palais de justice, Claire leva les yeux vers le ciel, cherchant une réponse que seul le temps pourrait apporter. Sous le ciel clair de Paris, en 2013, la lumière douce du printemps caressait les toits d'ardoise, comme un baume sur les blessures d'un passé encore vif. Claire Dubois, désormais âgée de 22 ans, se tenait devant un mur de pierre dans un petit jardin du Marais, où les flammes vacillantes des cierges illuminaient des photographies. Chaque visage, figé dans un sourire d'antan, racontait une histoire interrompue. Ce mémorial, créé par la Fondation Papillon, était un sanctuaire dédié aux victimes des Beaumont, un lieu où les âmes perdues trouvaient enfin une voix. Claire, les mains jointes, laissait son regard errer sur les portraits, ses doigts effleurant le bracelet en forme de papillon qu'elle portait désormais comme un talisman, non plus de captivité, mais de résilience. Les cloches de Notre-Dame résonnaient au loin, leur son grave mêlé à l'odeur des lilas en fleurs, évoquant une mélancolie douce amère. Claire savait que la guérison était un chemin ardu, semé de souvenirs qui la hantaient encore dans ses nuits sans sommeil. Quelques mois plus tôt, elle avait entrepris un voyage vers la Provence, là où les champs de lavande s'étendaient à perte de vue, ondulant sous le vent comme une mer violette. C'est dans cette région, au cœur d'une colline isolée, que l'inspecteur Julien Moreau avait découvert le cimetière, un lieu sinistre où des tombes anonymes reposaient, marquées par de petites statues d'anges aux ailes brisées. Claire, accompagnée de Sophie Laurent et d'Étienne Roche, avait marché parmi ces pierres, le cœur lourd. Chaque statue semblait murmurer le nom d'une jeune fille disparue, une des 9 qui n'avait pas survécu aux griffes des Beaumont. Claire s'était agenouillée devant une tombe sans nom, posant une fleur de lavande sur la terre sèche. « Vous ne serez pas oubliés », avait-elle murmuré, sa voix tremblante mais résolue, comme une promesse scellée dans le vent. De retour à Paris, Claire, Sophie et Étienne s'étaient investis dans la Fondation Papillon, une œuvre née de leur douleur commune. Dans un bureau modeste, entouré de l'odeur du papier ancien et du café fraîchement préparé, ils travaillaient sans relâche pour soutenir les familles des victimes. Sophie, dont le rire jadis éclatant s'était teinté de gravité, accueillait les proches avec une empathie profonde, tandis qu'Étienne, toujours fidèle à son carnet, rédigeait des récits pour préserver la mémoire des disparus. Claire, elle, trouvait du sens dans chaque geste, chaque lettre envoyée, chaque main serrée. Un jour, elle rencontra une famille brisée, celle d'une jeune fille nommée Camille, dont le destin s'était éteint dans l'ombre des Beaumont. Claire leur tendit un bracelet en forme de papillon, identique à celui qu'elle avait reçu autrefois. « Pour qu'il ne soit jamais oublié, » dit-elle, ses yeux brillants de larmes contenues, tandis que la mère de Camille, émue, serrait le bijou contre son cœur. Paris, avec ses rues pavées et ses cafés animés, continuait de vivre, mais pour Claire, chaque pas était une affirmation de sa survie. Elle avait appris à coexister avec ses cicatrices, à transformer la douleur en un moteur pour la justice. Les papillons, jadis symboles de captivité, étaient devenus des emblèmes de liberté,
leurs ailes fragiles portant un message d'espoir. Une après-midi, alors qu'elle se promenait dans un jardin provençal, Claire aperçut un papillon solitaire dansant au-dessus d'un champ de lavande. Ses ailes, d'un bleu éclatant, semblaient capturer la lumière du soleil, comme une promesse que la vie, malgré tout, pouvait renaître. Elle sourit, un sourire fragile mais sincère, sentant que les âmes perdues, celles du cimetière, et au-delà, trouvaient enfin la paix dans cet instant. Le vent portait l'odeur des fleurs, et les cloches d'une église lointaine sonnaient doucement, comme un adieu aux ombres du passé. Claire savait que la lutte n'était pas finie, que d'autres familles attendaient encore des réponses. Mais dans ce jardin, sous ce ciel infini, elle sentit une force nouvelle, celle de ceux qui transforment la douleur en lumière. Les papillons, libres enfin, volaient haut, portant les rêves des disparus vers un avenir où la vérité ne serait jamais oubliée. Sous le ciel pâle de Paris, dans l'ombre douce d'un jardin secret, Claire Dubois se tenait devant le mur de pierre de la Fondation Papillon. Les cierges allumés vacillaient, leurs flammes dansant comme des âmes en quête de repos, illuminant les visages figés des victimes sur des photographies jaunies. Claire, les cheveux caressés par une brise printanière, effleura du bout des doigts un cadre où reposait son bracelet en forme de papillon, celui qui avait jadis marqué le début de son cauchemar. Désormais, il était un symbole de résilience, un rappel que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière pouvait naître. Sa voix, douce mais ferme, résonna dans le silence, nous ne sommes pas seulement des survivants. Nous sommes des porteurs de lumière, des gardiens de la vérité. Ces mots, murmurés comme une prière, portaient le poids de 4 années volées, mais aussi l'espoir d'un avenir où aucune voix ne serait oubliée. Les cloches de Notre-Dame, au loin, semblaient répondre, leur écho mêlé à l'odeur des lilas en fleurs, enveloppant Paris d'une mélancolie apaisée. Le mur de la Fondation Papillon, orné de papillons d'argent, témoignait d'une lutte acharnée pour la justice, un combat mené par Claire, Sophie et Étienne pour honorer ceux qui n'avaient pas survécu. Alors que le soleil perçait les nuages, un papillon solitaire s'envola, ses ailes scintillant comme une promesse. Sur l'écran, des mots apparurent, gravés dans une typographie sobre, dédiés à ceux qui luttent pour être entendus. Fondation Papillon pour la justice et la guérison. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes, où la vérité triomphe toujours des ombres. Si vous pensez que ces histoires méritent de l'attention, pas de la pitié, de la sensibilisation, pas de l'exploitation, alors aidez-nous à les raconter avec dignité.